Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement. Aujourd'hui, on va parler du mébendazole, un vieux vermifuge tout jaune vendu pour 3 fois rien depuis les années 70 et depuis plus d'une décennie. Les publications scientifiques s'accumulent et sont toujours extrêmement positives, notamment pour le glioblastome, le cancer du pancréas, le côlon, le poumon et encore plein d'autres cancers. Donc à chaque fois, c'est toujours le même refrain préclinique, très prometteur, très positif et pourtant silence radio du côté des grands essais cliniques randomisés chez l'homme. C'est comme si aucun labo ne voulait faire aucune grande étude pour un médicament pourtant très prometteur sur le papier, mais malheureusement tombé dans le domaine public depuis très longtemps et donc qui ne rapporterait rien du tout au labo. Alors attention, malgré tout, je ne conseille à personne d'en prendre pour se soigner d'un cancer car je ne suis pas docteur, donc parlez-en à votre oncologue tout d'abord avant d'en ingérer. Bref, on va quand même voir ensemble 4 mécanismes d'action du mébendazole contre le cancer qui sont prouvés par des études avec une vidéo que je vous ai traduite et commentée de la chaîne MD Custom. C'est parti. La semaine dernière, nous avons parlé de l'ivermectine, un médicament antiparasitaire très bon marché dont l'efficacité contre certains types de cancers a été démontrée lors d'études en laboratoire. Eh bien, au vu du nombre de vues, des commentaires et des j'aime, il est évident qu'il faut s'intéresser aux médicaments repositionnés et à leur capacité à lutter contre différents cancers. Il existe donc de nombreuses informations préliminaires sur ce nouveau médicament que je vais vous présenter aujourd'hui et le médicament dont nous parlons est le mébendazole. Vous l'avez peut-être déjà vu sur d'autres chaînes YouTube. Eh bien aujourd'hui, en tant que pharmacien, je vais vous expliquer son mécanisme d'action. Et encore une fois, pas besoin d'un doctorat pour me suivre. Je vais vous expliquer étape par étape, partager ces informations avec vous et j'espère que vous pourrez également les partager avec vos oncologues et votre équipe soignante. Ils ne sont peut-être pas au courant. Donc une grande partie de ce dont je vais vous parler aujourd'hui, je ne l'ai pas appris à la faculté de pharmacie. J'ai dû faire mes propres recherches et comprendre tout cela par moi-même. Si vous n'avez pas vu la vidéo YouTube de la semaine dernière sur l'ivermectine, je vais mettre un lien ici pour que vous puissiez la regarder. Mais maintenant, parlons du mébendazole. Examinons à nouveau les 4 mécanismes par lesquels il agit. Et encore une fois, il s'agit d'un médicament antiparasitaire approuvé par la FDA. Il existe depuis des décennies. Et encore une fois, c'est un générique, il n'est plus sous brevet. Aujourd'hui, j'ai fait quelques recherches supplémentaires sur le mébendazole et ses différentes formes. Il en existe 3, A, B et C, et il semblerait que Johns Hopkins détienne un brevet sur l'un des polymorphes pour la suppression des tumeurs, mais je ne m'étendrai pas là-dessus aujourd'hui. Je souhaite vraiment me concentrer sur son activité, sur ce qu'il fait aux cellules cancéreuses, et ce que vous pouvez retenir de cette vidéo, c'est encore une fois de partager cela avec votre équipe. Et j'espère que cela apportera quelque chose, soit à vous-même, soit à un proche qui serait atteint d'un cancer et qui aurait épuisé toutes les autres possibilités. Passons au contenu d'aujourd'hui. Bon, je vais vous montrer 4 mécanismes, 4 voies biologiques qui montrent comment le mébendazole agit contre les cellules cancéreuses. Maintenant, pour être honnête, il s'agit d'études in vitro et d'études sur des animaux. Il faut donc garder cela à l'esprit. Ces études n'ont pas été menées chez l'homme, nous devons donc veiller à replacer cela dans son contexte ici également. Passons donc au premier mécanisme d'action, à savoir cette perturbation de la tubuline. La meilleure façon de décrire cela, c'est de penser au noyau lorsqu'une cellule se divise. Nous voulons nous assurer que tout l'ADN est dupliqué, puis tiré vers les côtés opposés du noyau. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a, je vais l'imaginer comme une corde, ces molécules de tubuline, ces protéines qui tirent l'ADN pour l'écarter après sa réplication. L'avantage ici, le mécanisme par lequel le mébendazole intervient, et c'est ainsi qu'il élimine les parasites, c'est qu'il perturbe cette division cellulaire en se liant à cette protéine tubuline, cette corde qui sépare l'ADN à l'intérieur du noyau. Ainsi, lorsque nous perturbons cette voie, la cellule ne peut plus se diviser. Comme nous le savons probablement déjà, les cellules cancéreuses se divisent rapidement et de manière incontrôlable. On pourrait donc se demander, après tout, d'autres cellules de notre corps se divisent également. Comment se fait-il que le mébendazole puisse éliminer de manière sélective ces cellules cancéreuses sans nuire à nos propres cellules ? Les cellules cancéreuses possèdent une forme particulière que j'appellerais une isoforme ou une variante, si vous voulez, de ces protéines tubulines, cette structure qui sépare l'ADN. Et il semble que le mébendazole se lie de manière sélective à cette isoforme, ce que je trouve fascinant. Nous conservons donc dans notre corps les cellules qui doivent se diviser, nous les laissons tranquilles.
et le mébendazole cible sélectivement les cellules cancéreuses en raison de cette isoforme particulière de tubuline qu'il produit. Ce qui est intéressant ici, c'est que nous pouvons prendre ce mébendazole, ce médicament antiparasitaire qui, je pense, devrait désormais être considéré comme un terme impropre, n'est-ce pas? Peut-être s'agit-il d'un médicament anticancéreux qui a d'abord été découvert pour traiter les parasites et nous ne savions tout simplement pas pourquoi, toutes les raisons qui se cachaient derrière, n'est-ce pas, on le découvre après coup. Et il existe donc d'autres médicaments, d'autres agents de chimiothérapie. Il y a la vincristine et il y a la vinblastine. Ce sont des agents de chimiothérapie approuvés par la FDA qui agissent également en se liant à cette protéine tubuline. Il existe donc d'autres médicaments, d'autres agents chimiothérapeutiques qui agissent selon ce même mécanisme. Donc ce qu'il décrit avec la corde de tubuline, c'est exactement le même mode d'action des chimiothérapies de la famille des vinca-alcaloïdes, comme la vinblastine ou la vincrastine par exemple. Et ce bienfait du mébendazole a été validé par une étude du docteur Mukhopadhyay en 2002. En gros, le mébendazole se fixe 10 fois plus sur la tubuline des parasites et des cellules tumorales que sur nos cellules saines. Et c'est pour ça que les effets secondaires neurologiques graves, comme des neuropathies, sont bien moindres qu'avec une chimio classique. C'est un ciblage très fin, très précis, là où les chimios bombardent très large, avec tous les dégâts qu'elles occasionnent. Et malgré tout, on continue d'utiliser la chimio à la place du mébendazole. Bref, on continue. Le deuxième mécanisme que je souhaite vous présenter concernant le mébendazole et ses bienfaits anticancéreux est ce que l'on appelle l'anti-angiogenèse. Nous allons donc à nouveau entrer un peu dans les détails techniques, mais si l'on repense au premier mécanisme dont nous venons de parler, qui consiste à empêcher les cellules de se diviser, le deuxième mécanisme agit en coupant l'approvisionnement en nutriments. Je vais donc vous expliquer cela de manière un peu plus simple. Les cellules cancéreuses ont donc beaucoup de mal à produire de l'ATP à partir de la dégradation du glucose. En général, dans nos cellules saines, nous obtenons environ 30 à 36 molécules d'ATP pour chaque molécule de sucre. Avec une cellule cancéreuse, nous n'obtenons que 2 molécules d'ATP. Et pourquoi est-ce important? Parce que les cellules cancéreuses ont besoin de beaucoup de carburant et pour obtenir ce carburant, celui-ci doit leur être acheminé. Elles passent donc par un processus appelé angiogenèse qui, comme son nom l'indique, consiste à apporter un nouvel apport sanguin, un nouvel approvisionnement à la cellule, beaucoup de glucose. Car elles ne parviennent pas à décomposer efficacement le glucose pour produire de l'ATP ou de l'énergie. Cela étant dit, le mébendazole agit en bloquant une substance appelée VEGF, c'est-à-dire le facteur de croissance endothéliale vasculaire. Le VEGF est censé permettre à notre organisme de produire des vaisseaux sanguins afin d'apporter du glucose à toute cellule qui en a besoin. Dans le cas des cellules cancéreuses, nous voulons donc bloquer ce processus. Nous voulons interrompre l'apport de carburant aux cellules cancéreuses. Il existe d'autres agents chimiothérapeutiques sur le marché qui sont approuvés par la FDA qui fonctionnent exactement selon ce mécanisme. Ce qui est bien avec le mébendazole, c'est qu'il est pratiquement donné, d'accord ? En plus, il intègre également d'autres mécanismes d'action. J'adore donc la synergie du mébendazole, ou plutôt j'adore les médicaments repositionnés qui ont plusieurs sites d'action et plusieurs mécanismes. On en a 4 pour le prix d'un ici, au lieu de se contenter d'utiliser un seul médicament de chimiothérapie avec une liste d'effets secondaires qui pourraient bien sûr être nocifs pour l'organisme. Mais ce que je veux dire ici, c'est que le mébendazole a cette capacité connue de bloquer l'apport en énergie aux cellules cancéreuses. Et oui, empêcher une tumeur de se créer ses propres vaisseaux sanguins, c'est l'affamer sans toucher au reste du corps. Et pour vulgariser un petit peu, imaginez que la tumeur crie « j'ai faim » en envoyant du VEGF qui est le signal. Eh bien, le mébendazole joue le rôle d'un brouilleur de signal. Et le résultat, même si le glucose est là, la logistique ne suit plus et le glucose n'arrive pas à la tumeur. Et malgré tout ça, on n'utilise pas le mébendazole. Bref, on continue. Passons donc au troisième mécanisme. Troisième mécanisme par lequel agit le mébendazole passe donc par la voie P53-MDM2. Décomposons donc cela par étapes afin que vous compreniez bien ce troisième mécanisme. Ce qu'il faut vraiment comprendre ici, c'est qu'est-ce que le P53. Le P53 est une protéine, on l'appelle souvent, disons, le gardien du génome. C'est donc le protecteur, nous en avons parlé la semaine dernière à propos de l'ivermectine et de la façon dont l'ivermectine peut pousser les cellules cancéreuses à l'apoptose. Eh bien, c'est ce que fait la protéine P53. C'est une autre protéine de signalisation qui signale et l'ADN produit par le noyau, ou plutôt la transcription en cours, présente des anomalies.
La programmation est défaillante, c'est donc là que P53 intervient et active le mécanisme d'autodestruction pour signaler « et cette cellule est fichue, nous allons passer par l'apoptose ». Le problème avec les cellules cancéreuses, c'est que dans près de la moitié des cancers qui touchent les humains, ce gène P53, ce gardien du génome, est soit muté et ne fonctionne donc pas correctement, soit inhibé. Or, le P53 peut être inhibé par cette autre protéine, le MDM2. Le problème ici est donc que ces cellules cancéreuses ont en quelque sorte engagé un agent de sécurité, si l'on peut dire, qui a été corrompu. Et ce gardien de sécurité s'appelle MDM2. Or, MDM2 va prendre P53 en otage ici. Nous avons donc une bataille entre les protéines. Cette cellule cancéreuse essaie donc de trouver différents moyens de se multiplier et de se diviser. Elle se dit donc, et il y a ici un interrupteur d'arrêt qui est activé par P53. Débarrassons-nous de P53. Prenons-le en otage avec MDM2. Il y a donc beaucoup d'éléments en jeu, mais voici l'essentiel. Le mébendazole peut essentiellement intervenir et s'attaquer à ce que j'appellerais un garde de sécurité corrompu, cette protéine appelée MDM2, et s'y accrocher en quelque sorte pour la remettre à sa place. Cela a pour effet de libérer la protéine P53. Une fois que P53 est libéré de la suppression exercée par MDM2, il réactive le mécanisme d'autodestruction. Et cette cellule cancéreuse entre alors à nouveau en apoptose, c'est-à-dire en autodestruction. On observe que ce gène P53 est inhibé pour certains cancers particuliers tels que le glioblastome, le carcinome cortico-surrénalien et certains cancers colorectaux. Donc encore une fois, si vous êtes un patient ou si vous connaissez quelqu'un atteint de ces cancers, c'est un sujet dont je vous invite une fois de plus à discuter avec votre oncologue. Demandez à votre équipe soignante, le mébendazole pourrait-il être utile dans cette situation particulière? Alors vous venez d'entendre parler du P53 qui est le gardien du génome, et en consultation, c'est ce gène que les oncologues regardent de très très près dans les analyses génétiques des tumeurs. Donc le MDM2 dont il parlait, c'est la menotte qui entrave le P53, et le mébendazole, lui, il déverrouille cette menotte et redonne à la cellule cancéreuse la capacité de se rendre compte qu'elle est malade et de se suicider, proprement l'apoptose. Et malgré tout ça, on n'utilise pas le mébendazole. Bref, on continue. La quatrième et dernière voie sur laquelle je souhaite m'attarder, pour laquelle le mébendazole pourrait être efficace, concerne le gène KRAS. Le gène KRAS est un oncogène, et lorsque ce gène subit une mutation, cela pose un grave problème. Cette mutation génétique pour laquelle on peut effectuer un dépistage a pour conséquence que cette cellule est en quelque sorte activée et qu'une voie de signalisation s'enclenche. Considérez cela comme une autoroute de signalisation qui implique, je vais être un peu technique ici, mais MAPK, RAF et MEK. Et ces signaux sont émis de manière incontrôlable en raison de la mutation KRAS. Et lorsque cela se produit, c'est souvent le cas dans des cancers très difficiles à traiter. Il s'agit donc de cancers du poumon très spécifiques, du cancer colorectal et du cancer du pancréas. Et si vous regardez cette vidéo, vous savez peut-être déjà que ce sont parmi les cancers les plus difficiles à traiter. Le mébendazole n'inhibe donc pas directement le gène KRAS, mais il inhibe cette voie de signalisation. Donc le dernier mécanisme concerne un gène qui s'appelle le KRAS, et quand ce gène est muté, c'est un peu comme si quelqu'un avait bloqué l'interrupteur de la cellule en position marche avec du scotch renforcé. C'est impossible de l'éteindre. Et la cellule reçoit toujours en boucle, toujours le même message: divise-toi, divise-toi, divise-toi. Et malheureusement, ce scénario catastrophe, on le retrouve surtout dans les cancers les plus coriaces, comme ceux du pancréas, du côlon ou de certains cancers du poumon. Alors juste une petite précision, le mébendazole, lui, il répare pas du tout le gène cassé, mais en gros, il coupe le haut-parleur qui hurle les ordres. Résultat, la tumeur tourne au ralenti grâce au mébendazole. C'est simple, efficace, et malgré tout ça, on n'utilise pas le mébendazole. Bref, on continue. Donc encore une fois, j'aime considérer le mébendazole comme un outil polyvalent. Il dispose de divers mécanismes par lesquels il tente de séquestrer ou d'atténuer ces voies de signalisation qui ont malheureusement été activées par différentes mutations dans ces cellules cancéreuses. Donc, si vous êtes concerné ou si vous connaissez quelqu'un atteint notamment d'un cancer colorectal, certaines études précliniques ont examiné le mébendazole spécifiquement pour le cancer colorectal. L'utilisation du mébendazole chez ce sous-groupe particulier de patients semble prometteuse. Résumons donc tout cela, passons en revue les 4 mécanismes abordés dans la vidéo d'aujourd'hui.
Le premier concernait la perturbation de la tubuline, où j'ai expliqué comment le mébendazole peut intervenir et s'accroche à ces protéines de tubuline qui tentent de saisir l'ADN et de le séparer en deux masses afin de déclencher cette division cellulaire ou de la perpétuer. Pour en quelque sorte saisir ces cordes de tubuline grâce au mébendazole. Voilà donc le mécanisme numéro 1. Le deuxième mécanisme dont nous avons parlé consiste essentiellement à couper l'approvisionnement en carburant par l'anti-angiogenèse. Pour résumer rapidement, les cellules cancéreuses tentent de créer des nouveaux vaisseaux sanguins et le mébendazole intervient pour neutraliser le VEGF. Et puis, troisième processus ou troisième mécanisme, nous avons parlé du P53 et du MDM2, ce gène suppresseur de tumeurs, ce bouton d'arrêt qui a été pris en charge par le MDM2 peut être réactivé, ce qui peut mener à l'apoptose. Et puis, comme je viens de le mentionner il y a quelques minutes, lorsque nous parlons du gène KRAS et de certains cancers très difficiles à traiter, nous bloquons cette voie de signalisation créée par le gène KRAS muté, où ces signaux ne cessent de se propager en disant « divisez-nous, divisez-nous, divisez-nous ». Le mébendazole semble donc prometteur dans ce domaine également. Toute cette pharmacologie me fascine énormément. Encore une fois, en fin de compte, je veux que vous compreniez qu'il existe, à mon avis, de réelles options réutilisant d'anciens médicaments. Donc encore une fois, comme je l'ai dit la semaine dernière, le financement, malheureusement, nous ne l'avons tout simplement pas. Une étude a été réalisée, des recherches ont été publiées par le docteur William Makis et je me penche également de plus près sur ce sujet, vous l'avez peut-être déjà vu sur YouTube. Il y a donc de l'espoir ici, un véritable espoir. Alors voilà, 4 mécanismes d'action validés en laboratoire, 4 façons différentes dont un vermifuge à 4 € s'attaque aux cellules cancéreuses. Et pourtant, combien d'oncologues vous en parleront spontanément? Combien de protocoles officiels l'intègrent aujourd'hui? La réponse est simple, tant qu'un médicament ne génère pas assez de pognon pour financer un essai à grande échelle, il reste juste une piste intéressante éternellement, en attente de données solides. La boucle est bouclée, pas de données solides sans gros financement, pas de gros financement sans brevet qui rapporte du pognon, le serpent se mord toujours la queue. Et pendant ce temps-là, les patients atteints de cancer cherchent et attendent toujours des traitements de la part de Big Pharma, qui, je le rappelle, est l'industrie la plus profitable au monde. Je vous laisse tirer les conclusions dans les commentaires ci-dessous. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Alors sans aucune transition, je vais rouvrir une petite parenthèse. Si vous aimez mes vidéos, sachez que tout ce travail me prend énormément de temps et de recherche et YouTube ne me paye presque rien sur mon type de contenu. C'est donc grâce à vous, via Tipeee, que je peux toujours continuer à creuser tous ces sujets sans absolument aucune censure de ma part. Et même 1 € par mois, ça m'aide vraiment beaucoup. Ça me permet de payer tout le matériel, les logiciels et tout le temps nécessaire que je passe pour créer ces vidéos. Merci à tous ceux qui me soutiennent déjà. Vous êtes vraiment la raison pour laquelle cette chaîne peut rester totalement libre et indépendante. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous aime très très fort les amis. Ensemble, on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux. Cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous. Et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre sainement.